Dans l'univers impitoyable du droit des affaires, il arrive exceptionnellement que le faible gagne. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons regarder quelques clauses que l'on pourrait appeler des clauses boomerang, que l'on retrouve un peu partout dans le contrat de licence que vous avez. Alors, qu'entend-on par clause boomerang? C'est un rapport de force très favorable à l'une des parties. Là, il est manifeste. Vous avez une partie occidentale en Corée du Nord. La Corée du Nord étant un pays sous embargo, vous vous doutez bien que la partie coréenne n'est pas vraiment en position de force. Donc, elle accepte à peu près tout ce que lui dicte la partie occidentale. Et la nature humaine fait le reste. C'est-à-dire que lorsqu'on est en position de force, on a tendance à aller très loin. Tellement loin que l'on va trop loin et à son propre détriment. Et ça, c'est le côté sympathique de ce type de rapport de force, c'est que, in fine, c'est l'agneau qui finit par l'emporter sur le loup. On va commencer par l'évolution du territoire de la licence. Si vous regardez le contrat de prêt, vous allez trouver cet article qui porte sur les exportations, qui est un article assez compliqué, qui dit ceci. Vous n'avez pas le droit de vendre les produits hors du territoire, mais vous avez le droit à un tout petit pourcentage tout de même hors de ce territoire. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que l'idée sous-jacente du donneur de licence est la suivante. Je suis dans un pays dont on ne sait pas où va la devise, donc il n'est pas impossible que demain, le cours de la monnaie locale soit tellement bas qu'en réalité, il y ait très peu de revenus sur place. Donc je veux laisser à mon licencié la possibilité de gagner quelques dollars hors de son pays, afin qu'il ait les dollars dont j'ai besoin pour payer mes royalties. C'est ça le calcul sous-jacent, et c'est la raison pour laquelle, au lieu d'interdire purement et simplement d'exporter, on laisse un petit pourcentage de produits à l'exportation. Alors, c'est une clause subtile, parce qu'elle permet de régler cette question de risque de change. Elle est subtile aussi parce qu'elle anticipe le coup d'après. Le coup d'après, c'est je vous autorise à exporter dans les pays alentours, mais à condition que je n'y ai pas de licencié, parce que je n'ai pas envie que vous fassiez une concurrence qui serait déloyale à un licencié auquel j'aurais pu donner une exclusivité dans son pays. Donc, je vous autorise à aller dehors à condition que ce soit dans la liste de pays que je vous donne aujourd'hui, et si demain, dans l'un de ces pays, j'ai un nouveau licencié, eh bien, nous sortirons le pays en question de la liste des pays dans lesquels vous avez le droit d'exporter. C'est assez simple en théorie, sauf que ça pose un petit problème. C'est une clause potestative, puisque c'est une clause qui donne à l'une des deux parties la faculté de modifier unilatéralement les termes du contrat. Donc on a une clause qui est nulle. C'est un grand classique du rapport de force. On a la clause potestative, on a également la clause léonine. La clause léonine, c'est celle qui, comme son nom l'indique, réserve la part du lion à l'une des deux parties et qui s'avère être tellement inéquitable qu'elle est régulièrement considérée comme nulle par les tribunaux. Là, vous avez une clause potestative, donc une clause qui potentiellement ne vaut rien. Pourquoi elle ne vaut rien potentiellement? Parce que la partie qui bénéficiait du rapport de force est allée trop loin. Deuxième clause boomerang, c'est la question de la gestion du risque économique. Rappelez-vous, on est dans un pays qui n'est pas n'importe quel pays quand même, c'est la Corée du Nord, donc il n'y a pas vraiment de marché. Et on a une devise dont on ne sait pas trop où elle va. Donc avec ça, on n'est pas très sécurisé quand on est dans une licence. Comment faire pour être sûr d'être quand même payé? Eh bien, on prévoit d'abord qu'on sera payé dans une devise forte, c'est ce que prévoit cette clause. Et puis, on prévoit aussi, bien sûr, qu'on sera payé quelle que soit la quantité effectivement produite. Alors c'est ambigu, ce quota de production. Le raisonnement qui consiste à dire je vous donne ma licence et quelle que soit la quantité que vous produirez, vous me paierez au moins comme si vous aviez produit au moins tant, c'est une clause que l'on trouve plutôt dans un contrat exclusif. Ce qui est logique, je renonce à un territoire que je vous donne, à partir de là, vous êtes obligé de le valoriser. Libre à vous de ne pas le valoriser, mais pas à mon détriment. Donc si vous ne le valorisez pas, à ce moment-là, vous me payez quand même. Jusque-là, ça va. Quand on ne donne pas l'exclusivité, ce qui est le cas dans ce contrat, ça se diffuse un peu plus. Mais bon, manifestement, la personne qui a rédigé ce contrat a été portée sur le copier-coller. Donc elle a mis une clause qui, à l'évidence, venait d'un contrat de licence exclusive,
Et en plus, elle a mis une clause qui venait d'un contrat de licence exclusive dans un pays occidental. Ce qui pose un petit problème, parce qu'un client normal, quand on est dans un pays occidental, on peut comprendre ce que c'est. Ce qu'on entend par client normal, c'est un prix de marché en réalité. C'est-à-dire, je vous facturerai le prix que j'aurai, enfin, j'aurai des revenus qui relèveront d'un prix que j'aurais pu facturer à un client avec lequel je n'ai pas de relation particulière, par exemple ma filiale. Donc, un vrai prix de marché. C'est cela qui est derrière l'idée de client normal, qui n'est pas une très jolie expression, ceci dit, et qui aurait mérité d'être explicitée. Là, on a un copier-coller. On parle de client normal. Que signifie client normal en Corée du Nord? Absolument rien. Vous avez une entreprise d'État qui va vendre à une autre entreprise d'État, l'une et l'autre ayant le monopole de la vente de leurs produits respectifs. Cela n'a strictement aucun sens. Donc en réalité, on peut très bien imaginer d'une part que le prix officiel qui soit fixé soit un prix dérisoire, donc on n'est pas couvert sur le volume économique. Deuxièmement, pour ce qui est de la convertibilité, quand bien même on aurait une vente considérable qui serait réalisée dans le pays en question, vous n'avez pas réglé la question du taux de change. Dire « je veux être payé dans une devise forte » ne change strictement rien au fait que la valeur de la devise d'origine peut tout à fait s'effondrer. Et donc, si à l'arrivée vous êtes payé 2,50 $ parce que d'un seul coup, la monnaie d'en face ne vaut plus rien, vous n'êtes pas couvert. Cette clause est une clause absolument catastrophique. Pas dans sa rédaction, mais dans son positionnement géopolitique, si j'ose dire. On a un problème de copier-coller, elle était tirée d'un contrat. La personne qui rédigeait le contrat en Corée du Nord ne comprenait pas le sens exact de la clause en question qui venait manifestement d'un contrat entre pays occidentaux, donc elle est reproduite dans un contexte où la même clause n'a plus aucun sens, plus aucune portée concrète. Autre exemple de l'abus qui conduit la partie en position de force à finalement perdre à l'arrivée, c'est la question du contrôle de la qualité des produits. Là, vous avez une clause qui dit, très simplement, ma marque va être associée à votre production. Dans ces conditions, il est normal que je puisse vérifier la qualité de votre production parce que je n'accepte pas que ma marque soit associée à un produit de mauvaise qualité. Jusque-là, c'est très facile à comprendre. Le principe est très clair. Ce qui est beaucoup plus surprenant quand vous regardez la clause, c'est la façon dont on procède au contrôle. Ce que dit là, si vous lisez bien ce qui est écrit, ce que dit là le donneur de licence, c'est « je vais contrôler les produits que vous allez fabriquer, mais ces produits, c'est vous qui allez me les envoyer et c'est vous qui allez payer les timbres. » C'est en gros ce que dit cette clause-là. On fait ça à vos frais. Ça, c'est la petite tentation mesquine que l'on a toujours quand on est en position de force, ce qui est totalement ridicule lorsqu'il s'agit de contrôler. Parce que si jamais le licencié produit un seul produit de qualité pendant toute l'année, eh bien c'est évidemment celui-là que le donneur de licence recevra pour contrôle. Donc il est évident que lorsque vous voulez contrôler la qualité d'un produit, c'est à vous de le faire et à vos frais. S'il y a un lieu qui ne se prête vraiment pas aux économies de bouche-chandelle, c'est bien celui-là. On arrive maintenant à une clause qui est aussi assez étonnante parce qu'on va retrouver encore ce petit parfum de copier-coller qu'on trouve un peu partout dans ce contrat. C'est la clause de résiliation. Alors, ce que dit cette clause, c'est au cas où l'une des parties enfreindrait l'une des clauses essentielles de ce contrat. Qu'est-ce qu'une clause essentielle? C'est très ambigu. Dire qu'une clause est essentielle dans un contrat, c'est ne pas nécessairement ajouter une valeur quelconque à la clause en question, mais c'est retrancher de la valeur aux autres clauses. Donc il faut faire très attention à l'idée de hiérarchisation des clauses entre elles. Quand on est en tout cas dans un pays où l'économie fonctionne de façon à peu près correcte, il vaut mieux considérer que toutes les clauses se valent et dire que la violation de l'une quelconque des clauses du contrat pourrait être considérée comme la violation d'une clause essentielle, quelle que soit la clause en question. Là, on a décidé de hiérarchiser pour des raisons qui m'échappent. Je pense que c'est une question de copier-coller, cela vient d'un autre contrat. C'est manifestement du copier-coller parce que quand vous relisez de près le contrat en question, vous verrez qu'il n'existe qu'une seule clause essentielle. C'est la clause dont nous parlions tout à l'heure, celle qui concerne les exportations.
Donc en fait, il n'y a que cette clause-là qui est considérée comme essentielle, alors qu'à l'évidence, il y a des clauses largement aussi essentielles un peu partout dans le contrat. Donc c'est une vraie erreur de rédaction que vous avez là. Et à cela s'ajoute la question des conditions de la résiliation. Si vous regardez de près, encore une fois, c'est un rapport de force qui est très favorable aux donneurs de licence. Ce que dit cette clause en substance, c'est ceci. Si jamais c'est vous, donneur de licence, qui êtes en défaut, à ce moment-là, tout s'arrête. Tout s'arrête, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire, c'est simple, vous éteignez la lumière, vous mettez votre personnel à la porte, vous fermez la porte, c'est terminé, votre usine ne fonctionne plus. C'est cela que veut dire cette clause. Une clause comme celle-là est une clause qui n'a aucun sens, parce que c'est une clause qui conduit votre co-contractant à se faire harakiri. Dire « promets-moi de te suicider si je te le demande » est une chose, l'obtenir est une autre chose. Donc, on a là une situation où l'une des parties a demandé quelque chose de totalement déraisonnable à l'autre, et l'autre n'y a vu aucune objection, sachant très bien que de toute façon, jamais elle ne respecterait cette clause. Que va-t-il se passer dans la pratique? On sait très bien ce qui va se passer dans la pratique. Si jamais le licencié est en défaut, eh bien, ce qui va se passer, et ce sera la seule chose qui se passera, il arrêtera de payer les royalties, puisque le contrat en théorie n'existera plus, mais bien évidemment, il continuera de produire. Et je n'imagine mal le donneur de licence aller en Corée du Nord forcer son licencié à fermer son usine. Donc, quand on fait un contrat, il ne faut pas simplement savourer le rapport de force que l'on croit avoir à son avantage, il faut essayer d'être capable de comprendre qu'il ne faut pas aller trop loin. Dernière clause à l'avenant, c'est la clause de responsabilité. Alors il y a un certain nombre de points, si vous lisez le contrat, vous allez les voir. J'ai retenu cet extrait-là qui est tout à fait intéressant, parce qu'il dit en gros ceci, pareil, je vais résumer. En substance, il dit « L'équipement que je vous ai licencié est polluant. Donc, si vous ne prenez pas les mesures dépolluantes qui vont avec, sachez que vous allez polluer. Et donc, ne dites pas que vous n'étiez pas prévenu. » Voilà ce que dit cette clause. Avec cela, le donneur de licence croit quoi? Qu'il est couvert parce qu'il a dit « Ne dis pas que tu ne savais pas », ça n'a aucun sens. La personne qui va s'empoisonner demain, le pêcheur qui va s'empoisonner demain en pêchant un poison qui est contaminé par les produits qui ont été utilisés dans l'usine en question, lui, il n'a pas signé le contrat. Et lui, il est parfaitement en droit d'attaquer l'entreprise qui sera le mieux à même de réparer son préjudice, et à mon avis, c'est plutôt l'entreprise occidentale que l'entreprise nord-coréenne. Donc, dans la pratique, une clause comme celle-là est totalement illusoire. Si vous voulez vraiment vous protéger des dommages causés aux tiers par la pollution de l'équipement que vous donnez, il faut tout simplement refuser de le vendre si la vente n'est pas associée à l'équipement dépolluant qui va avec. Il est hors de question de croire que l'on peut se dégager de sa responsabilité si on vend la pollution d'un côté et la dépollution de l'autre, avec l'option qui est donnée à son co-contractant. Je vous remercie. On a vu là un exemple tout à fait édifiant de rapport de force mal géré. Un rapport de force bien géré suppose une dose d'élégance, pas simplement parce que l'élégance c'est joli, mais aussi parce que l'élégance, vous l'avez vu, ça paye. Je vous remercie.